Bonjour, je suis le professeur Maurice Tardif, directeur du Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante. Bon, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Christian Marois. On éprouve depuis quelques minutes certaines difficultés. Là, vous savez, ici, il y a une tempête de verglas, puis en Europe du Nord, dont en Belgique, il y a eu aussi des tempêtes. Là. Et donc, on va passer un enregistrement vidéo de la présentation de Christian, qui devrait durer une 30-35 minutes. Et j'ai bon espoir que Christian puisse rejoindre à nous en dépit des difficultés. Bon, Christian Marois est un chercheur extrêmement connu là, dans le monde de la sociologie, notamment dans la sociologie des politiques éducatives et de l'éducation. Il est professeur émérite de l'Université catholique de Louvain et professeur associé à l'Université de Montréal. Il a fondé et est un des cofondateurs du groupe interdisciplinaire de recherche sur la socialisation, l'éducation et la formation, le GIRCEF. Donc, dans l'Université catholique de Louvain, c'est un des groupes les mieux connus, les mieux, je dirais, appréciés dans le champ de la sociologie de l'éducation en Europe francophone. Bon, il s'intéresse à la formation professionnelle des enseignants, aux inégalités scolaires, au travail des enseignants en Belgique, mais aussi dans une perspective internationale. Il a dirigé plusieurs recherches comparées sur les marchés scolaires et les nouveaux modes de régulation des systèmes éducatifs. Il est devenu un professeur titulaire d'une chaire de recherche du Canada en administration scolaire à l'Université de Montréal en 2010 et où il a mené des recherches comparées multiniveaux sur la mise en œuvre des politiques de gestion axées sur les résultats au Québec. Il a publié plusieurs livres, dont notamment son dernier livre, là, L'école québécoise à l'épreuve de la gestion axée sur les résultats, une sociologie de la mise en œuvre d'une politique néolibérale aux presses de l'Université Laval à Québec. Donc maintenant, on va vous présenter la conférence de Christian qui porte exactement sur ce thème-là. Sophie? Un problème avec le son, là? Montréal où vous êtes. Donc, je vais vous présenter une étude qui a été menée quand j'étais professeur titulaire à l'UNIEM, étude qui a été menée entre 2012 et 2017 sur la gestion axée sur les résultats. Et donc, comme vous le savez, le Québec a mis en place la gestion axée sur les résultats, qui est une politique d'accountability qui est inspirée de la nouvelle gestion publique. Et c'est un nouveau mode de gouvernance de l'école, au fond, qui vise à améliorer l'équité ou l'efficacité des systèmes en donnant d'une part plus d'autonomie aux enseignants, mais en les responsabilisant et en leur demandant des comptes sur leurs résultats. Alors, cette responsabilisation, elle concerne évidemment aussi les directions et les enseignants. Et donc, ma présentation va être centrée sur la mise en œuvre de cette politique, dans ce qu'on appelait à l'époque les commissions scolaires, surtout du point de vue des effets sur les enseignants. Les sources de ma présentation, c'est une étude menée à la fois pour le FRQSC et pour le CRSH, et qui a été rassemblée dans un livre de synthèse aux presses universitaires de Laval, qui est paru en 2021. Alors, je ne vais pas présenter toutes les questions de recherche qui sont reprises dans cet ouvrage, puisque l'ouvrage reprenait aussi le niveau de la politique, le niveau ministériel et aussi le contexte transnational dans lequel la gare s'est développée. L'ensemble de l'étude était une étude multiscalaire des politiques de gestion axée sur les résultats, notamment au Québec. Et donc, je vais me centrer sur le niveau méso et micro, en me demandant comment les commissions scolaires mettent en œuvre au fond cette politique de la gare, avec quels outils, comment est-ce que ça affecte l'autonomie des enseignants, quel sens ces enseignants donnent ou accordent à la gare aussi au niveau de la légitimité de cette politique. Et je terminerai par une conclusion et une discussion plus normative sur l'efficacité de la gare. Est-ce que c'est une politique aussi qui est souhaitable et légitime? Un mot de la méthodologie. Eh bien, pour ce que je vais vous présenter, ça repose sur une étude de cas multiples auprès de 4 commissions scolaires. On avait contacté 30 commissions scolaires francophones et 4 nous ont répondu qu'elles étaient intéressées, avec alors des analyses construites à partir d'entretiens semi-dirigés
auprès du personnel de ces commissions scolaires. Il y avait en tout 61 entretiens, depuis la direction générale, en passant par les cadres intermédiaires, mais aussi les professionnels, les conseillers pédagogiques, les responsables des services éducatifs ou des ressources humaines, avec aussi une analyse statistique de ces commissions scolaires et une analyse documentaire de leur convention de partenariat ou de leur plan stratégique, qui sont les outils de la gare que je vais y revenir. Alors, au niveau des écoles, on a investigué 6 écoles secondaires appartenant à 2 des 4 commissions scolaires évoquées, avec une dizaine d'entretiens auprès des équipes de direction, direction adjointe et direction d'établissement, une trentaine d'entretiens auprès des enseignants en français, mathématiques, histoire et adaptation scolaire, au cycle 1 et 2, et 2 syndicalistes également. On a complété ça par une analyse documentaire au niveau des outils de convention de gestion et de réussite éducative. Alors, ce qui est important comme premier élément à mettre en avant, c'est que les effets de la gare ne dérivent pas seulement des lois, la loi 124, la loi 88 ou la loi 105, qui ont mis en place les principaux outils de la gare, notamment ce que j'ai évoqué jusqu'à présent, les conventions de partenariat, les plans stratégiques des commissions scolaires ou les conventions de gestion et de réussite éducative des écoles ou leurs plans de réussite. Ça va au-delà. En fait, ce qui produit des effets de la gare, c'est ce qui est lié à la mise en œuvre de ces outils par les commissions scolaires et par les directions d'école à un autre niveau. Et donc, cette étude a abouti à une première interprétation clé sur laquelle je vais pas mal insister, c'est qu'au fond, la gare a favorisé non pas l'exercice du leadership des directions d'école, mais plutôt une nouvelle forme de pratique de gestion des pratiques pédagogiques des enseignants, des pratiques d'enseignement des enseignants, qui dépasse en fait, c'est une politique de gestion qui s'efforce au fond de dépasser les limites des réformes antérieures qui s'arrêtaient aux portes des classes. Et donc, cette gestion de la pédagogie, on va y revenir, elle a été portée avec une relative conviction par les cadres des commissions scolaires et les directions d'école, qui voient au fond une manière de concrétiser une part de leur mandat professionnel qui est d'améliorer l'efficacité pédagogique des écoles. Et comment est-ce qu'ils mettent en place cette gestion de la pédagogie? Ce n'est pas simplement en utilisant les outils managériaux qui sont en fait les outils légaux qui ont été repris dans les lois, donc les plans stratégiques, les conventions de gestion de réussite, les rapports de reddition de comptes qu'ils doivent faire aussi. La gare, ça dépasse de loin ces outils-là. Il y a d'autres outils qui ont été associés, si je puis dire, et qui se combinent dans la mise en œuvre. Au premier titre, les outils quantitatifs, les outils numériques, que ce soit les bases de données qui viennent du ministère ou qui sont rassemblées par les commissions scolaires et qui sont analysées par des outils statistiques comme l'outil NUMIC, qui est un logiciel dérivé de Excel, et qui permettent de faire toute une série de comparaisons ou de suivi de résultats qui concernent les élèves, mais qui concernent aussi leur absence, qui concernent les performances de l'école dans les différentes matières, dans les différentes années d'études, qui peuvent aussi concerner les taux de diplomation, le décrochage, qui peuvent aussi concerner un autre but de la gare, outre les performances en français ou les taux de diplomation et la réduction du décrochage. La gare visait effectivement à améliorer le climat sain et sécuritaire dans l'école, et donc il y a des questionnaires sur le climat de l'école qui ont été passés, qui sont reprises dans ces outils numériques. Donc les outils numériques et quantitatifs sont un élément clé de ce dispositif, comme un autre type d'outils qui sont des outils, au fond, qu'on n'attend pas dans une politique managériale, a priori, comme la gare, c'est-à-dire des outils qui sont, au fond, identifiés comme des outils plutôt de suivi, de soutien pédagogique, comme les communautés d'apprentissage professionnel, mais aussi les réunions d'équipe par année d'études et par matière, je vais y revenir, ou encore des suivis pédagogiques plus individuels ou voire la supervision pédagogique. Donc, la gare, c'est en fait un mixage d'outils qui ne sont pas seulement légaux et managériaux, comme je le disais, mais qui sont aussi des outils statistiques et pédagogiques. Pour illustrer ces outils numériques, je vous reconstitue ici un tableau Excel de l'UMIX qui permet de voir comment on compare les résultats. Donc ici,
sont repris pour un code de cours particulier, un titre de cours, ben, les résultats vont être présentés pour comparer différentes écoles dans une commission scolaire, dans une région X et une province, donc l'ensemble des établissements publics ou l'ensemble des résultats de la province. Et donc, dans une école, il peut y avoir par exemple différents groupes classes qui vont être identifiés également et différents types de résultats, et en particulier, au fond, les notes moyennes brutes qui sont les notes des résultats évalués par les enseignants, les notes moyennes modérées qui sont les résultats, les notes des enseignants modérés par le ministère, et en fait les notes alors aux résultats des examens ministériels, ce qui va permettre toute une série d'opérations d'analyse par les commissions scolaires et par les écoles pour voir où le bas blesse, notamment en termes de pratiques d'évaluation et en termes de performances jugées non suffisantes par ces directions. Je vais y revenir dans la suite. Mais disons, abordons tout de suite au fond à quoi servent ces tableaux Lumix. Eh bien, dans toutes les commissions scolaires où nous avons été, ça sert principalement à identifier les problèmes des écoles qui seraient sous-performantes ou auraient des problèmes de performance. Problèmes des écoles, mais aussi problèmes plus larges, par exemple d'une matière en français ou d'une année d'études de secondaire 3, où on aurait des problèmes de performance pour atteindre la cible de la commission scolaire avec, par exemple, 2 écoles qui peuvent être identifiées comme plombant les résultats de la commission scolaire, ou dans une école, telle matière ou tel enseignant qui peut arriver à, entre guillemets, plomber les cibles et les performances attendues de cette école, performances qui sont reprises dans sa convention de gestion et de réussite éducative. Et ça va servir à donc définir le problème, mais aussi à prioriser le travail de soutien et de suivi qui va être engagé soit par les services éducatifs des commissions scolaires, soit par les directions d'école elles-mêmes avec ces services éducatifs au sein des écoles. Hein, il ne s'agit pas simplement de constater les problèmes, il s'agit de résoudre. Et donc, les chiffres vont servir à orienter, prioriser, par exemple, la définition des besoins en formation continue des différentes écoles. Alors que ça venait du bas vers le haut, avant, maintenant, ça vient du haut vers le bas. Et donc, je vais le détailler plus en détail pour quelques écoles. Qu'est-ce que ça implique alors comme travail de suivi par les directions de ces écoles? Mais je voudrais d'abord souligner que cet usage des données eh bien, va servir aussi, va permettre de justifier les interventions des commissions scolaires ou des directions, parce qu'on associe au fond les chiffres à l'objectivité, on les associe aux faits, par opposition à ce qui serait de l'ordre de la perception des enseignants, qui sont toujours, au fond, soupçonnés d'être un peu des perceptions biaisées, soit par leurs émotions, soit par leur biais idéologique, soit par leur situation particulière. Et donc, les chiffres sont associés au vrai, aux faits. Et c'est grâce à cette connotation objective que, au fond, les chiffres contribuent au fond à une définition de la réalité. C'est une définition à la fois des problèmes, surtout auxquels l'école ou l'enseignant ou la commission scolaire est confrontée, qui dérivent de cette analyse chiffrée. Définition alors de la réalité qui va être difficile de remettre en cause par des non-experts que sont par exemple les enseignants qui ne sont ni formés en statistique, ni très au courant de la manière dont les indicateurs qui sont sous-jacents justement à cette analyse statistique, la manière dont ces indicateurs sont construits et mobilisés. Et donc, cette connotation objective va contribuer au travail de conviction et de responsabilisation des enseignants. Alors, je vais aborder maintenant le rapport des enseignants aux stratégies de gestion d'équipes de direction de plusieurs écoles secondaires. Et c'est un rapport à l'ensemble de ces pratiques de gestion, pas uniquement aux outils légaux de la gare, comme souvent, peut-être parfois on le voit dans la littérature. Donc, ce n'est pas simplement le rapport au plan de réussite ou aux conventions de gestion et de réussite éducative.
Et donc, je vais voir un peu les réponses aussi de ces enseignants à ces pressions institutionnelles. Euh, alors, les nouvelles attentes institutionnelles des directions d'école ont été repérées en relation avec trois dimensions des pratiques enseignantes, les modes d'évaluation de leurs élèves, le contenu qu'ils enseignent et enfin leur travail dans la classe. Et donc, la première attente des directions d'école, en fait, euh, part d'une volonté, au fond, de faire respecter une série de balises ministérielles en matière de respect du programme et de pratique d'évaluation. Au fond, il s'agit, en fait, les directions considèrent que les pratiques d'évaluation des enseignants doivent être encadrées car elles ont un lien direct avec les résultats de l'école, la diplomation et la persévérance des élèves. Et donc, pour eux, les examens ministériels, qui sont incontournables pour l'obtention du diplôme, doivent devenir un étalon externe par auquel il faut ajuster ces pratiques d'évaluation dans les classes. Et donc ça, sur plusieurs plans, par exemple le respect des critères d'évaluation des épreuves ministérielles, l'encouragement à être réaliste en matière d'évaluation quand on évalue au fur et à mesure dans les classes, pour éviter justement les modérations du ministère qui peuvent plomber les résultats de l'école à la baisse si elles sont modérées vers le bas. Donc, il s'agit d'encourager tous les enseignants à ne pas être trop sévères ou trop complaisants par rapport aux pratiques d'évaluation des correcteurs des écoles du ministère. Et donc, il y a une volonté d'uniformisation des pratiques d'évaluation qui va de pair avec une demande de conformité aussi au programme de deux façons. Un respect de la progression des apprentissages par les enseignants. Il s'agit de se concentrer, de s'assurer que les objets qui seront évalués par le ministère soient bien vus par les enseignants. Et par contre, on va les encourager éventuellement négliger ou abandonner des contenus qui ne sont pas évalués, comme nous le racontait une enseignante de français fin de secondaire 5 à propos de la poésie qu'elle ne voyait plus. Et donc, il y a aussi une demande aussi d'harmonisation des pratiques d'évaluation et de la couverture des programmes entre les différentes années d'études au fur et à mesure de la scolarité secondaire. Et cette première institutionnelle va de pair avec une deuxième attente qui est une obligation au fond de réflexivité professionnelle de la part des enseignants qui ne peuvent pas simplement se reposer sur leurs habitudes ou leurs pratiques existantes. Donc ils sont soumis à une forme d'obligation de réflexion par rapport à leurs pratiques. Est-ce que ces pratiques sont suffisamment efficaces? Et donc la réflexivité qui est attendue, elle est surtout attendue par rapport à la question et l'objectif du rendement scolaire de leur pratique d'enseignement. Et au-delà, ça a évidemment un des effets sur le rendement scolaire de l'école ou de la commission scolaire. Et cette obligation de réflexivité va aller alors de pair avec une autre obligation, celle de vouloir s'améliorer et de contribuer à l'amélioration dans la participation et l'engagement dans les différentes réunions d'équipe ou les communautés d'apprentissage professionnel qui sont mises en place par les commissions scolaires pour améliorer les résultats. Et donc, les communautés d'apprentissage professionnel, soit dit en passant, sont donc organisées à partir d'une définition des problèmes dérivés des tableaux Lumix, plutôt que d'une définition des problèmes qui remonterait de la part des enseignants eux-mêmes, qui sont toujours un peu soupçonnés de contourner les vrais problèmes auxquels leur école est confrontée. Et donc, l'obligation donc, de réflexivité, elle est fortement rendue possible par le fait qu'il y a d'autres outils statistiques, comme j'évoquais, qui permettent de rendre visibles les problèmes par l'usage de la modération ou par les analyses des conseillers pédagogiques dans une des commissions scolaires, des copies d'élèves qui permettent de voir quels sont les critères d'évaluation des profs. Et donc, il y a une forme de transparence de la gare qui permet cette gestion de la pédagogie. Quelles sont alors les réponses des enseignants pour l'analyser? On s'est basé sur une typologie de Cynthia Coburn qui avait analysé les réponses des enseignants à des réformes pédagogiques aux États-Unis et elle distingue 5 types de réponses et nous on en a créé une 6e parce que certaines réponses n'étaient pas reprises dans la typologie de Coburn. Et donc ces réponses, les réponses
qui sont les plus fréquentes dans notre échantillon, c'est l'assimilation, le rejet et le renoncement. Donc, une réponse qui n'est pas prévue par Coburn. Mais par contre, ce qu'on appelle les structures parallèles ou l'accommodation est beaucoup moins fréquente. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle d'assimilation? C'est que les enseignants répondent le plus souvent aux injonctions gestionnaires en les articulant à leurs pratiques existantes, mais sans changer leur représentation, sans changer leurs conditions. Par exemple, ils vont accepter le séquençage des contenus qui dérivent des réunions d'équipe, mais sans y croire vraiment, ou ils vont ajuster, ils s'ajuster par rapport aux critères d'évaluation du MES. Le rejet, ça concerne par exemple des demandes d'abandon de l'évaluation de la qualité de la langue dans toutes les disciplines, c'était le cas d'une école. C'est le rejet d'une évaluation moins sévère, par exemple aussi. Et la troisième réponse, la plus fréquente dans notre codage, donc c'est le renoncement. Donc, au fond, il s'agit d'un enseignant adopte des pratiques qu'il juge non souhaitables, car il y a une pression institutionnelle qui le pousse à le faire. Et donc, il renonce à une pratique qu'il juge souhaitable et adopte une pratique conforme à la demande institutionnelle. Par exemple, un enseignant d'histoire va renoncer à aller visiter l'Assemblée nationale avec ses élèves dans un cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté pour améliorer le respect de la progression didactique du ministère. Donc, si on regroupe maintenant toutes ces réponses en trois grandes catégories, on voit que l'acceptation relative, où on a repris accommodation et assimilation, ça représente à peu près 40% des réponses, des codages en fait, des entretiens d'enseignants. L'opposition relative, c'est 42%, et le renoncement, vous ne le voyez pas là, mais c'est 16%. Alors, ces réponses des enseignants sont loin d'être donc univoques, elles sont plurielles, et elles sont parfois plurielles au sein même du même enseignant. Le même enseignant peut avoir plusieurs types de réponses face aux demandes institutionnelles qui leur sont faites par les directions d'école. En résumé, avec la gare, la pédagogie fait l'objet d'une activité de gestion beaucoup plus systématique en vue d'améliorer une supposée efficacité au regard d'objectifs fixés soit par le ministère, soit par la commission scolaire. Et cette gestion de la pédagogie, au fond, renforce le lien de subordination dans lequel se trouvent les enseignants, un lien d'emploi, mais qui est renforcé par un pouvoir effectif sur leur travail, une diminution de leur autonomie professionnelle dans le domaine pédagogique sur deux plans. D'une part, leur autonomie de décision individuelle est grignotée au profit au mieux de décisions du collectif enseignant, ce qui peut se défendre, mais parfois aussi au profit de décisions des cadres scolaires eux-mêmes. Et une autonomie de réflexion qui certes est encouragée, mais qui est cadrée et relativement instrumentale, orientée vers le rendement scolaire, avec une position fragile cognitivement et symboliquement des enseignants, tant pour définir les problèmes, parce que les problèmes dérivent plutôt des analyses statistiques, que pour suggérer des solutions qui viennent surtout des conseillers pédagogiques qui leur suggèrent, à partir de la littérature sur les bonnes pratiques, des bonnes pratiques à suivre. Donc, cette gestion pédagogique va plus loin qu'un simple encadrement légal ou réglementaire des pratiques enseignantes qui existe depuis très longtemps. Hein. L'école est une bureaucratie professionnelle, comme on dit, et le programme existe depuis longtemps. Mais cette gestion de la pédagogie est aussi plus directive que la simple stimulation d'un climat d'école favorable à la réussite, qui était au fond le discours d'une nécessaire compétence de leadership pédagogique de la part des directions d'école qui devait encourager un climat favorable à l'amélioration des pratiques pédagogiques. Ce discours du leadership pédagogique me semble pas forcément complètement faux, mais un peu enchanté et manquer ce qui se joue véritablement, qui est une gestion et un rapport social de gestion des pratiques des enseignants. Le bilan alors tiré de la gare, un bilan, ça suppose des critères d'évaluation par rapport auxquels on évalue. Alors, on peut prendre comme critère la légitimité. Est-ce que la politique est appropriée, souhaitable, notamment aux yeux des enseignants?
soit d'un point de vue moral, du point de vue de valeur, de la justice, par exemple, ou d'égalité, soit du point de vue cognitif, est-ce que la théorie de l'action de Lagarde est considérée comme plausible par les enseignants, soit du point de vue d'une légitimité pragmatique, est-ce que les enseignants considèrent que Lagarde est utile par rapport aux problèmes concrets qu'ils ont à résoudre dans leur classe, et est-ce qu'elle affecte positivement ou négativement leurs conditions concrètes d'enseignement. Deuxième critère, l'efficacité, notamment par rapport aux objectifs officiels poursuivis par Lagarde. Mais ici, l'évaluation sera exploratoire car je ne dispose pas de variables de contrôle qui permettraient de faire une évaluation tout à fait complète. Enfin, troisième critère, ce sont les effets inattendus ou collatéraux de Lagarde qui sont non souhaitables. Alors, du point de vue de la légitimité, tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les enseignants que nous avons interrogés sont en fait ambivalents par rapport à cette politique. Ils sont rarement totalement opposés à Lagarde ou totalement réceptifs. Ils sont plutôt entre les deux. Et le tableau que vous avez sous les yeux montre en fait une prédominance des codages non légitimes, mais qui cohabitent avec des codages légitimes. Donc, on a codé les entretiens enseignants, soit en les associant à une légitimité qui peut être de nature pragmatique, morale ou cognitive, soit en les associant à l'illégitimité quand ils déployaient une forme de critique de Lagarde. Et donc, comme vous le voyez dans le tableau, bien 64% des codages, ce sont des codages illégitimes par rapport à 35% de légitimes. Donc, les enseignants sont ambivalents. Et alors, je vais détailler ça plus en détail maintenant. Enseignants. Alors, si on va plus en détail, en fait, une chose qui est très légitime, et c'est d'ailleurs un des moyens utilisés par le ministère et par les cadres scolaires pour justifier Lagarde, ce sont les finalités de Lagarde. Donc, Lagarde a été mise en place pour contribuer à la réussite du plus grand nombre d'élèves, pour amener plus d'élèves au diplôme, pour aussi améliorer le bien-être de l'élève. L'ensemble de ces visées sont considérées comme très légitimes par le discours sur Lagarde. Et donc, c'est ce qui va rendre souvent les enseignants ambivalents. Ils ne peuvent pas être contre le progrès ou contre la vertu, comme on dit. Ils partagent vraiment les finalités de Lagarde, même si, alors, il ne faut pas imputer toute la responsabilité de la réussite à l'enseignant, parce que l'enseignant ne maîtrise pas tous les facteurs de réussite. Il y a des facteurs externes ou internes qui lui échappent. Par exemple, les familles d'origine des jeunes, leur parcours scolarité antérieure, ou les règles du ministère ou les décisions de la commission scolaire qui peuvent être incohérentes ou contradictoires. Au niveau alors maintenant des outils, et des outils légaux en particulier, les conventions de gestion, les plans de réussite, pour les enseignants, c'est non légitime, ça n'a pas d'utilité pragmatique, c'est de la paperasse qui est peu connue, qui concerne les directions. Quand les objectifs sont irréalistes dans les conventions de gestion et de réussite, eh bien, c'est illégitime, à la fois cognitivement et pragmatiquement. Les évaluations du ministère sont par contre jugées légitimes, notamment moralement, parce qu'elles contribuent à plus de justice, à plus d'égalité de traitement entre les élèves. Et la modération du ministère aussi, ça contribue à l'égalité de traitement. Parfois, c'est jugé insuffisant par un ou deux enseignants qui souhaiteraient, par exemple, que toutes les évaluations soient faites par les mêmes personnes pour éviter des biais à ce niveau-là et des inégalités à ce niveau-là. Par contre, les cibles, les chiffres, tout l'attirail numérique et quantitatif que j'évoquais sont très problématiques pour les enseignants. D'une part, parce qu'ils sont trop centrés sur le cognitif, sur l'instruction, pas assez sur l'éducation plus générale de l'élève, pas assez sur la socialisation plus générale. Les cibles fixes sont jugées négativement sur le plan à la fois moral et cognitif. Moral parce que parfois, justement, une progression peut être une forme de réussite pour les enseignants, même si on n'atteint pas la cible de la note de passage. Les inférences causales faites avec ces chiffres peuvent être discutables, comme on l'a vu pour la responsabilité imputée aux enseignants. Les cibles et les résultats peuvent être aussi peu pertinentes, au fond, pour résoudre les problèmes de l'enseignant dans sa classe avec ses élèves très particuliers.
Donc, ce sera pragmatiquement non légitime, voire moralement questionnable quand les indicateurs ou les notes sont manipulés ou que ça donne une tentation au fond de triche ou de manipulation des notes, soit par les directions, soit par les enseignants eux-mêmes ou par les commissions scolaires. Enfin, une autre critique, c'est les moyens qui sont associés à la gare. Il y a une très forte illégitimité du manque de moyens liés à cette politique et au sentiment de pression qui en dérive. Enfin, au niveau du climat perçu sur l'école, il y a une école qui a vu une dynamique positive dans la participation. Par contre, la plupart des autres écoles dénoncent au fond les stratégies de positionnement scolaire des écoles sur le marché scolaire, avec une critique de l'inauthenticité que ça charrie, c'est le bien apparaître qui prédomine, ou la pression sur les enseignants qui en dérive. Et donc, le climat de surveillance et de peur à l'interne est dénoncé du point de vue à la fois moral et du point de vue pragmatique par l'enseignant, comme la pression ou la tentation de manipulation des indicateurs que j'ai déjà évoqués. Alors, est-ce que c'est une politique efficace? Le ministère le prétend. Il y a une publication du ministère en 2007 qui montrait qu'il y a une augmentation de la diplomation et de la qualification de 71 à 80% si on compare des cohortes de 2002 et 2009, entrée en 2002 ou en 2009, 7 ans après. Donc, il y aurait eu une augmentation de 8%, avec un écart entre sexes qui diminue, et un taux de décrochage qui inversement diminuerait également. Et c'est une efficacité discutable, à mon avis, pour 3 raisons. D'abord, le ministère lui-même dit qu'une partie de l'augmentation des 8% est liée à la création de nouveaux certificats à côté du diplôme d'enseignement professionnel ou du diplôme d'enseignement secondaire pendant la période considérée. Deuxièmement, si on regarde juste les diplômes d'enseignement secondaire, après 5 ans, il n'y a pas eu d'augmentation significative, ce qui est déjà un peu l'indice que l'amélioration des performances n'est pas si sensible. Et enfin, surtout, les résultats aux examens ministériels, qui est un autre but de la ministre, comme on dit, qui ne s'améliore pas en 2005 et 2017. La moyenne des notes reste entre 69 et 72%, et le taux de réussite fluctue. Bon, ça, c'est les courbes, justement, de taux de réussite de nos commissions scolaires et de l'enseignement public, mais j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais passer aux dérives de la gare que j'ai évoquées dans toute ma présentation. Mais d'abord, en fait, ces dérives rejoignent un peu ce qu'on a montré pour les politiques dites d'accountability dure aux États-Unis notamment. On centre les objectifs des établissements sur les seules contributions politiques centrales au réseau. Ça développe non pas, comme le discours enchanté de l'administration scolaire dit souvent, un leadership distribué, mais plutôt ce que j'appelle une gestion de la pédagogie qui implique à la fois une accentuation du pouvoir de la hiérarchie, c'est pour ça que les cadres scolaires y adhèrent si fort, à mon avis, mais aussi une influence de l'expertise d'une élite technopédagogique située dans les services éducatifs ou dans les écoles, selon, et qui ont une lourde influence sur la manière dont sont envisagées des solutions pour améliorer l'efficacité. Mais l'efficacité, comme on l'a vu, un peu discutable. Il n'y a pas de sanctions formelles fortes et dures au Québec, mais il y a une surveillance qui conduit à une forme de normalisation des pratiques avec peut-être moins de créativité, de contextualisation due à ces surveillances des déviations par rapport à ce qui est souhaité. Et enfin, comme on l'a vu, il y a une confiance assez unilatérale dans les données chiffrées par rapport aux jugements qualitatifs situés, avec des risques de surinterprétation, d'autant plus que les données sont loin d'être parfaites et on ne peut pas toujours contrôler les facteurs externes qui affectent la réussite. Et de ce point de vue-là, les enseignants ont un peu raison. Enfin, risque de réduction de curriculaire avec un risque de teaching to the test par rapport aux matières qui sont testées aux examens ministériels et un risque aussi d'autonomie professionnelle en base et de déprofessionnalisation des enseignants. Au final, je dirais, est-ce que la gare est vraiment au service de la responsabilisation, si tant est que la responsabilisation des enseignants ou des directions est professionnellement et moralement, au fond, liée à leur activité professionnelle. Et on pourrait dire que, au fond, oui, il y a un risque de réduction dans la mesure où cette responsabilité est de plus en plus focalisée sur l'atteinte d'objectifs mesurables au détriment d'une vision plus large de l'éducation. Et deuxièmement, il y a une autre
réduction qui est le fait qu'on va réduire les pratiques pédagogiques à un statut de moyen au service de fins ou de cibles ou d'objectifs chiffrés qu'on vise dans l'école ou la commission scolaire. Or, on peut justement discuter de cette distinction entre moyens et fins que le discours managérial de Lagarde introduit, comme l'a fait Gerd Biesta. En effet, pour lui, il y a plusieurs fins éducatives qui sont engagées souvent lorsqu'un enseignant a à faire un choix pratique de ce qu'il va engager comme moyen éducatif. Et ce n'est pas simplement un choix technique. Souvent, le choix d'une pratique implique plusieurs fins. J'ai donné l'exemple de ce prof d'histoire qui ne va pas à l'Assemblée nationale avec ses élèves. Il est en fait, il est dans un dilemme entre une finalité instruire et une finalité socialiser qui est engagée par le moyen qu'il va développer ou privilégier. Donc, je dirais qu'au final, Lagarde, c'est une forme sociopolitique de responsabilisation d'un système d'enseignement ou d'une école. Il y aurait d'autres manières de responsabiliser, comme le cas de la Finlande le démontre, puisqu'en Finlande, il n'y a pas d'évaluation externe centralisée et standardisée. Et c'est un modèle d'éducation qui fait une large confiance à la dynamique collégiale et horizontale des enseignants, sans toute la dynamique verticale et contraignante que Lagarde est en train de mettre en place dans l'école québécoise. Je vous remercie et j'attends avec plaisir et attention vos questions. À tout de suite. Ben, merci beaucoup, Christian, qui s'est maintenant joint à nous. Je vous informe qu'il est important de poser vos questions par la fonction Q et R, question-réponse, là, et non pas par la fonction discuter. Donc, je vous laisse la parole. Là. Si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Nous avons à peu près 20-25 minutes de possibilités d'échange. Bon, je vais débuter par une question pendant que les participants, il y a près de 70 participants, là, posent des questions. Moi, je trouve que les États en général et l'État du Québec sont souvent contradictoires. Mettent en place des mesures à différents niveaux du système d'enseignement. Bon, Lagarde, c'est une politique qui cherche à instrumentaliser la pédagogie et la mettre au service de cibles quantitatives. Et comme tu le soulignes bien, Christian, ça envahit le territoire pédagogique de l'autonomie des enseignants pour diverses raisons. Et en même temps, la volonté de Lagarde, c'est de favoriser, comme tu le dis tantôt, et c'est des nobles valeurs avec lesquelles les enseignants sont généralement d'accord, l'équité, l'égalité, la réussite scolaire. Mais en même temps, depuis un certain nombre d'années au Québec, on s'aperçoit que les politiques de main-d'œuvre du personnel enseignant sont largement contradictoires avec ces nobles vertus. Depuis que tu as quitté le Québec, Christian, il s'est passé des phénomènes assez particuliers ici. Là. Il y a 120 000 enseignants dans la province de Québec si on met tout le monde ensemble, là, le préscolaire, le primaire, le secondaire, l'enseignement professionnel, l'éducation des adultes. Et depuis une douzaine d'années, on voit une croissance exponentielle du nombre d'enseignants qui sont engagés sans aucune formation, sans aucune qualification. Il y a, selon les dernières statistiques du ministère, environ 30 000 enseignants et enseignantes dans le système scolaire de l'école obligatoire qui n'ont aucune qualification légale, on appelle des enseignants sans qualification légale, d'enseigner. Ces gens-là sont à statut précaire, ils sont généralement très peu ou pas du tout intégrés dans les équipes écoles. Leur enseignement n'est pas supervisé par les conseillers pédagogiques. Pour la plupart des enseignants, et notamment des syndicats d'enseignants, c'est des fardeaux pour les enseignants réguliers qui doivent souvent prendre en charge des incompétences que ces enseignants-là manifestent dans leur pratique. Bref, c'est comme si d'un côté, on met en place une sorte de machinerie statistique pour accroître l'efficacité des enseignants et de manière mesurable, mais d'un autre côté, on s'aperçoit que la gestion de la main-d'œuvre est contradictoire avec cet objectif-là.
Je ne sais pas comment tu perçois de telles contradictions qui sont souvent fréquentes, notamment au niveau des pouvoirs politiques. Il faut se dire que le Québec, un peu comme la Belgique et plusieurs pays, traverse une très grave pénurie d'enseignants qui est en croissance et qui a été amplifiée par la récente pandémie. Euh, oui, donc effectivement, les politiques ne sont pas toujours cohérentes entre elles parce qu'elles sont parfois prises à des moments différents et donc elles peuvent se rencontrer. Je pense qu'il y a peut-être quand même un lien possible. On peut en tout cas faire l'hypothèse qu'il y a un lien entre ces deux politiques. C'est s'il y a tellement d'enseignants précaires ou sans statut, sans qualification légale. C'est aussi parce que les commissions scolaires ou les centres de services scolaires maintenant ont du mal à recruter d'autres enseignants qui seraient avec ces qualifications. Donc, je pense que la gare n'aide pas à résoudre l'attractivité du métier enseignant, au contraire, puisqu'il y a une forme de réduction, au fond, de leur espace de développement, de leur professionnalité, de leur espace d'autonomie professionnelle. Maintenant, évidemment, il y a une contradiction si on prend au sérieux les finalités que se donnent les différents États, les finalités qu'ils donnent à leur politique éducative. Il y a un discours un peu mondialisé qui se répand que les systèmes d'enseignement, au fond, devraient contribuer à la réussite de tous les élèves, ou en tout cas du plus grand nombre, et que, effectivement, c'est l'éducation qui va permettre de donner à tous un capital humain qui va leur permettre de s'insérer professionnellement, socialement, de se développer, de s'épanouir. Alors, c'est un discours qui est un discours justificateur, mais est-ce que véritablement c'est pour ça que les enseignants ont du mal à être complètement opposés à la gare, c'est qu'ils ne sont pas opposés aux finalités. Mais donc, c'est un discours justificateur qui n'implique pas qu'on mette en place véritablement surtout tous les moyens pour y arriver. Mais on peut dire que certains moyens qui sont mis pour y arriver sont finalement relativement contre-productifs par rapport à ce qui est visé. Donc, c'est un premier élément peut-être de réponse. Voilà. Merci, Christian. J'ai une question aussi de M. Olivier Michaud, là. Une des idées de la gare que vous avez mentionnées est que les chiffres disent le vrai ou la réalité. Une tendance similaire en éducation est celle basée sur les données probantes de la vérité en éducation qui vient de recherches strictement quantitatives. Est-ce que vos arguments pour questionner la gare s'appliquent aussi pour vous aux données probantes? Alors, le phénomène des bonnes pratiques ou de favoriser l'adoption par les enseignants de pratiques basées sur des recherches ou basées sur des données probantes, effectivement, ça se couple assez facilement dans le dispositif de la gare. Comme je l'ai indiqué, il y a deux moments. D'une part, on analyse les problèmes avec des outils numériques et statistiques, et d'autre part, on recherche des solutions en groupe d'enseignants ou en communauté d'apprentissage professionnel, où interviennent souvent des conseillers pédagogiques qui sont chargés, d'une certaine manière, de diffuser ce qui est considéré comme la bonne pratique, c'est-à-dire la pratique basée sur les données probantes. Alors, le problème, ce n'est pas les recherches en éducation elles-mêmes ou l'usage de données statistiques. Je pense qu'il peut y avoir un bon usage des données statistiques. Le problème, c'est que, d'une certaine manière, tant les recherches en éducation que les données statistiques sont utilisées, au fond, comme des moyens de persuasion, voire d'imposition de certaines pratiques. Et au fond, les enseignants sont dans des positions symboliquement et cognitivement très faibles. D'une part, parce que sur le plan, par exemple, statistique, ils connaissent très mal les indicateurs, ils connaissent assez mal comment ils sont construits, ils ont peu de formation statistique, y compris aussi parfois même les directions. Et donc, effectivement, d'une certaine manière, moi j'ai un peu l'hypothèse que la faiblesse des gouvernements en termes de légitimité de leur politique les incline à aller chercher dans la science, donc soit dans les recherches probantes, soit dans les données statistiques, des outils de légitimation de leur politique qui leur manquent, disons que leur position politique n'est pas en elle-même suffisante ou leur discours politique n'est pas en lui-même suffisant pour
pour justifier l'orientation de leur politique. Et donc, effectivement, je pense que la tendance qu'on voit un peu partout de faire appel aux données probantes est très articulée à la montée de la datification en éducation. Et donc, effectivement, il y aurait, tant pour les données statistiques que pour les recherches probantes, à, au fond, permettre aux acteurs enseignants, pas toujours individuellement, mais de participer davantage, au fond, en tout cas à la construction des indicateurs, parce que je pense que ça, c'est un des problèmes des milieux enseignants, c'est que c'est construit par d'autres acteurs qu'eux, c'est construit par la GRIX, là pour le coup, pour les tableaux Lumix, ou par le ministère, et ça leur échappe assez fortement. C'est des chiffres dont ils ne veulent pas trop s'occuper, et donc c'est d'essayer d'intervenir en amont. Alors, par rapport aux recherches scientifiques en éducation, eh bien, je pense qu'il y a quand même des bons usages de la recherche, notamment des recherches collaboratives qui peuvent amener des recherches qui seraient plus acceptables par le milieu enseignant. Merci, Christian. Une autre question ici, là. Pensez-vous qu'au-delà du moyen de suivi du résultat mis en place par la gare, ou peu importe l'autre stratégie, là, il peut y avoir la gare, ou comme tu en donnais d'autres tantôt, là, celle qui vient de la Finlande, un peu plus professionnelle. Au-delà de ces stratégies-là de suivi des résultats, n'y a-t-il pas lieu de croire que le travail de collaboration entre les enseignants, c'est-à-dire l'ouverture des portes des classes, donc la collaboration, deviendrait ou devient une incontournable pour la réussite des élèves? Alors ça, c'est disons, une proposition ou un propos qui pourrait être tenu par des gens qui sont complètement en faveur de la gare. C'est-à-dire que d'une part, il faut plus de collaboration entre les enseignants, d'autre part, il faut pouvoir mettre en débat ou mettre en discussion les pratiques que les enseignants développent dans leur classe. Et d'une certaine manière, on peut suivre ce propos-là et encourager une forme de travail coopératif entre les enseignants. Il y a d'ailleurs une des écoles où nous avons été où finalement le travail collaboratif était accepté et les enseignants percevaient des choses positives dans la guerre telles que les émonies dans cette école. Mais le point, c'est que ce qui est appelé travail collaboratif, c'est parfois un travail collaboratif dont les termes sont finalement définis par les cadres scolaires, c'est-à-dire les termes de travail collaboratif, les problèmes sur lesquels on va travailler en communauté d'apprentissage est défini par rapport uniquement aux différents indicateurs qui reviennent dans les conventions de gestion et de réussite ou donc par rapport à une analyse statistique qui les définissent comme problèmes. Et les problèmes tels qu'ils sont perçus par les collectifs enseignants sont au fond de moins en moins de poids. Donc il y a moi je suis tout à fait en faveur de la recherche collaborative, mais le point, c'est de voir comment on définit l'objet de cette collaboration. Et de plus en plus, je vois que un outil qui est a priori très intéressant, comme les communautés d'apprentissage professionnel qui parlent des problèmes que les professionnels devraient se poser, est finalement un peu détourné de son sens dans la mesure où ils vont s'atteler au problème du français secondaire 3. Je ne dis pas que le problème de performance en français secondaire 3 ne se pose pas, mais le point, c'est que de plus en plus, il y a une capacité, au fond, cognitive et symbolique d'imposer les problèmes avec tout l'arsenal de la gare. Donc, il y a une forme de dénaturation de certains outils qui étaient très, très positifs, qui, parce qu'ils sont inscrits dans la gare, peuvent changer de sens. Merci, Christian. Une autre question brève, là. Dans le cadre de votre travail, croyez-vous que les enseignants sont de plus en plus transformés en techniciens, contrairement aux idéaux de professionnalisation qui sont mis de l'avant depuis une quarantaine d'années, là? Je crois effectivement que même si certaines directions ou certains services éducatifs, pas tous, hein, ou certains directeurs généraux des centres de services scolaires disent que la gare, ça appelle justement la professionnalisation des enseignants, ils doivent devenir réflexifs, même s'il y a de ce discours-là. Dans les faits, c'est ce que j'ai essayé de détailler plus que dans ma présentation dans le livre, il y a des formes de grignotage de l'autonomie professionnelle. Donc, par-delà le discours très
positif sur le professionnalisme enseignant, il y a en fait, à mon sens, une forme de dégradation de ce professionnalisme enseignant, ce qui peut être rapporté à ce que Maurice disait tout à l'heure, des formes de baisse d'attractivité du métier, parce que il y a des choses auxquelles les enseignants tiennent, auxquelles ils ne peuvent plus, au fond, donner place autant qu'avant. Merci. Une autre question ici de M. Jules Pelletier, là. Je travaille dans le milieu collégial et la mode actuellement est à la pédagogie inclusive, dont le but est la réussite du plus grand nombre. Personne n'est contre la vertu, mais on a parfois l'impression que le fardeau de la réussite et de l'adaptation de l'enseignement repose entièrement sur le personnel enseignant. Paradoxalement, le financement pour du personnel spécialisé pour encadrer les élèves à besoins particuliers stagne, voire régresse. À cet égard, feriez-vous un parallèle entre la gare et la mode actuelle de la pédagogie inclusive? Alors, c'est pas parallèle en fait. Quand on regarde bien, le discours de l'école inclusive est articulé à la gare. Et quand j'ai fait un papier qui n'est pas ce dont on parle aujourd'hui, qui montre que d'une certaine manière, on fait reposer au fond sur les écoles, les établissements locaux, le fait de réussir l'inclusion. L'inclusion des élèves qui ont des besoins particuliers ou qui ont qui sont l'objet de discrimination. Enfin, cette intégration et cette inclusion doit être faite par des écoles qui sont à la fois efficaces, mais aussi ouvertes à prendre en charge la diversité des problèmes auxquels ces élèves font face. Et donc, d'une certaine manière, la personne qui pose la question, à mon avis, a assez bien raison, c'est qu'on reporte la responsabilité d'une école inclusive sur la capacité des écoles de se faire à la fois efficaces, mais aussi innovantes. Et donc, par contre, il peut y avoir, on parlait des contradictions entre les politiques, un manque de politique à un autre niveau, ou des politiques à un autre niveau, au fond, sont tout à fait à l'opposé de cette visée d'équité. Je pense par exemple à toutes les politiques qui reconstruisent ou favorisent des nouvelles formes de stratification dans les curriculums scolaires et donc des logiques qui aboutissent finalement à des formes de ségrégation des publics d'élèves entre les écoles ou des formes de compétition entre les écoles. Et donc, si c'est en même temps, on favorise le choix des parents, la forme des programmes particuliers dans les écoles publiques et une forme de stratification des établissements, on rend plus difficile, au fond, la construction d'un système éducatif plus égalitaire. Mais en même temps, bon, la gare va s'articuler au discours sur l'inclusion et ce seront aux enseignants d'arriver à la fois être à la fois, au fond, performant, mais aussi inclusif. Donc, oui, il y a une forme. Et alors, le discours de l'inclusion, comme le discours de la réussite de tous, sert, au fond, d'une certaine manière, à donner une couche de finalité noble à une politique ou à un dispositif managérial qui se veut purement technique au début. Donc, la gare et la nouvelle gestion publique, le discours de la nouvelle gestion publique qui le sous-tend, c'est un discours a priori technique. C'est pour toutes les finalités possibles. En fait, c'est pour rendre simplement une école plus efficace. Mais efficace par rapport à quoi? Mais par rapport à la réussite de tous ou par rapport à une école inclusive. Et donc, d'une certaine manière, l'articulation se fait, comme je le disais tout à l'heure, pour donner sens, au fond, au dispositif de la gare tel qu'il se met en place. Mais ça ne veut pas dire que le politique est cohérent. Il peut y avoir d'autres politiques qui sont absolument contradictoires par rapport à cette finalité. OK, merci. Une autre question. Je conduis une recherche sur la relation d'accompagnement qui lie les enseignants immigrants à des conseillers pédagogiques dans les écoles québécoises. Les premières données de ma recherche montrent que l'autonomie professionnelle est une compétence attendue par l'école québécoise, donc l'autonomie des enseignants. Il arrive même que les directions d'école n'aient pas assez de temps pour superviser le travail des enseignants, ce qui semble renforcer cette idée d'autonomie. Les directions ont tendance à confier aux conseillers pédagogiques le rôle de supervision, alors que ces derniers disent que ce rôle ne leur revient pas. Ils ne sont là que pour offrir un travail d'accompagnement. Ils ne font pas même de rapport détaillé aux directions sur l'accompagnement.
Alors, dans ce contexte, comment évaluer vraiment l'efficacité de la garde dans le milieu scolaire québécois? Bon, alors évidemment, On dirait la qu'il y a de recherche. l'humour à la base, là. Oui, d'accord, oui, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir tout à fait perçu l'humour, mais donc, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que bon, on a un échantillon de 6 écoles dans lesquelles on a fait une recherche approfondie et dans les centres de services scolaires aussi. Bon, mais on ne prétend pas avoir analysé tous les cas de figure possibles. Il y a des conseillers pédagogiques qui n'étaient pas tout à fait à l'aise avec le rôle que les directions d'école ou que les services éducatifs voulaient leur faire jouer. Et donc, il y a sûrement des tensions entre les directions et les conseillers pédagogiques aussi. En même temps, ces conseillers pédagogiques, qui sont les employés du service éducatif, ou dans une des commissions scolaires où on a été, ils étaient sous la responsabilité directe des directions d'établissement, parce qu'il y avait une forme de décentralisation des services éducatifs dans les écoles. Et dès lors, en fait, sous la responsabilité des directions, ils devaient, au fond, accomplir les tâches que leur demandait leur directeur. Et leur directeur étant lui-même responsabilisé par rapport à ces cibles, les amenait à avoir un rôle d'accompagnement. Mais en fait, la distinction entre accompagnement et supervision, c'est une distinction qu'on peut faire nominale ou lexicale, mais dans les faits, la distinction n'est pas toujours si facile à établir. Hein, et c'est plus, je pense que la garde se met en œuvre beaucoup plus avec un discours de l'accompagnement, de la persuasion. On n'est pas là pour vous menacer, on n'est pas là pour vous contrôler. Ça, on a entendu très, très souvent dans la bouche des directeurs ou des services éducatifs ou des directions générales des commissions scolaires. On n'est pas là pour menacer, vous inquiétez pas. Et donc, ils sont là plutôt pour aider, pour soutenir. C'est ça le vocabulaire qui est utilisé. Ce n'est pas un vocabulaire de la menace, mais il faut voir au-delà des mots ce que ça produit. Alors, pour l'efficacité de la garde dans le milieu scolaire québécois, comment l'évaluer? Bon, comme je l'ai dit, moi, j'ai pris simplement les objectifs officiels et j'ai regardé un peu les données disponibles par le ministère. Ce n'était pas un objectif central de la recherche que de faire une évaluation en bonne et due forme, mais même si on prend les indicateurs publiés par le ministère, on voit que l'efficacité sur les résultats du système dans son ensemble n'est pas vraiment très, très démontré. Hein. L'indicateur le plus parlant, je trouve, c'est le fait que les résultats aux examens ministériels sont relativement stables sur 15-20 ans. C'est quand même, ça pose quand même question. Même si on peut discuter que les examens ministériels ne mesurent évidemment pas tous les acquis des élèves. On est d'accord, mais disons que c'est la logique de la garde. Une autre question ici, là. Bon, bien que la garde avec ses cibles imposées de diplomation via les plans d'engagement vers la réussite sont élevés, comme vous le dites, la force est de constater qu'en retirant les niveaux certificats au secondaire, que les taux stagnent depuis des décennies au Québec. Quelles seraient, selon vous, les pistes ou stratégies de mobilisation pour élever la diplomation? Ça, c'est pas des questions. Ça, c'est une vaste question. C'est la question vos solutions. Oui. Bon, personnellement, je pense que les options prises par le gouvernement actuel au Québec, donc par le gouvernement de la coalition Avenir Québec, sont en train de détricoter au fond des atouts du système québécois jusque-là. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, à la fois en assouplissant encore un peu le choix des parents, d'une part des écoles de parents, des écoles par les parents, pardon, et d'autre part en favorisant au fond une diversification des programmes au niveau du secondaire, en particulier des programmes particuliers, eh bien, on déconstruit le caractère au fond intégré du curriculum scolaire de l'école québécoise. Et ça ne va pas en faveur, en tout cas, d'une qualité du système québécois. Peut-être que ça va au final augmenter le taux de certificats pour des métiers semi-spécialisés ou diplômes d'enseignement professionnel, mais est-ce que c'est une amélioration de la qualité éducative? J'en suis pas sûr. Mais bon, je ne réponds que très partiellement à la question. On va prendre les deux dernières questions, si tu le permets. Une question ici de Pascal Bourgeois. Le mouvement de l'éducation au bien-être tend à s'imposer au Québec comme ailleurs,
mouvement qui fait de la socialisation des élèves, entendu comme développement des compétences sociales et émotionnelles, une priorité, faisant de l'instruction un instrument de cette socialisation. Pensez-vous que cette reconnaissance d'un droit, entre guillemets, au bien-être à l'école est aussi articulée à la logique de Lagarde ou entre-t-elle en tension avec elle? Alors, je peux répondre à deux niveaux. En fait, je pense qu'elle rentre en tension avec elle, même si donc, le bien-être des élèves est dans les objectifs officiels de Lagarde. C'est-à-dire que développer un climat sain et sécuritaire des écoles, c'est un des buts de la ministre, comme on dit souvent dans le milieu. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, quand on regarde les dispositifs de Lagarde, ce but améliorer l'environnement sain et sécuritaire des élèves, qui devrait développer le bien-être des élèves, parce qu'il n'y aurait pas d'harcèlement dans l'école, etc., c'est au fond un des objectifs les plus difficilement mesurables. Alors, il y a des commissions scolaires où ils utilisent le case web de Michel Janos pour analyser l'évolution du climat de leur école, et puis ils font des questionnaires donc aux élèves ou aux parents, et donc ils essayent par là d'avoir des indicateurs de bien-être. Mais je me souviens qu'un des cadres scolaires m'avait expliqué que les indicateurs, c'était aussi le nombre de plaintes qui étaient faites dans la commission scolaire, justement de harcèlement. Et alors, ils avaient du mal à utiliser cet indicateur parce que c'est un indicateur qui nuit à l'image de la commission scolaire ou de l'école. Dès lors qu'ils le publient, par exemple, ou qu'ils montrent des résultats de diminution du harcèlement, ça fait connaître éventuellement aux parents que il y a du harcèlement dans cette école. Et donc, ils ont beaucoup de mal à articuler de façon le dispositif de Lagarde à cet objectif-là. Et d'autre part, quand j'ai parlé tout à l'heure des réunions, des communautés d'apprentissage professionnel, tous les exemples qu'on nous a donnés, c'était toujours sur le cognitif, c'est-à-dire sur les examens ministériels ou les notes en classe, etc. Et quasi jamais sur la question des relations entre les élèves. Au fond, ça échappe un peu à la logique quantitative, parce que le bien-être, c'est vraiment du qualitatif, et donc c'est plus difficile de les traduire dans des indicateurs quantitatifs. OK, une dernière question d'un spectateur anonyme. Là. Si l'école et ses intervenants n'ont pas d'impact sur la réussite des élèves, qui en a? Il y a certainement des facteurs externes sur l'école n'a pas de contrôle. N'y a-t-il pas à l'interne des données qui devraient être analysées pour mettre en évidence, dans le fond, l'impact précis des acteurs internes à l'école, notamment les enseignants, etc. Là. Donc, un peu la question, dans le fond, c'est au-delà des données de Lagarde, y aurait-il des données qui nous permettraient aussi de mettre en évidence des liens entre le travail des acteurs scolaires et la réussite à l'école? Oui, alors il y a des liens entre le travail des acteurs scolaires et les performances de l'école. Ceci dit, il y a un accent qui est mis de manière un peu excessive, à mon avis, sur justement les facteurs internes. Enfin, je veux dire les facteurs internes, c'est-à-dire le travail des enseignants dans sa classe ou l'efficacité additionnelle que peut apporter un établissement, par exemple, bien géré. Quand on voit les analyses multivariées et les régressions multivariées qui sont faites, notamment à partir des données PISA, on voit que ce n'est pas ça l'essentiel qui fait la différence. Et il y a des facteurs au niveau du système scolaire qui exigent d'autres politiques que des politiques adressées uniquement vers l'enseignant dans sa classe. Je pense qu'on met beaucoup trop l'accent uniquement sur la qualité des enseignants pour comprendre ou expliquer les performances des écoles. Comme je le disais tout à l'heure, par exemple, la structure du système scolaire, la structure plus ou moins ségrégée ou bien intégrée du système, ou la dimension d'une compétition scolaire, d'un marché scolaire, plombe à la fois l'efficacité, mais augmente l'inégalité dans le système. Or, très bizarrement, les gouvernements mettent surtout en avant le fait qu'on peut améliorer l'école par le travail des enseignants. Certes, ça joue, mais on met un accent, à mon avis, surdimensionné sur ces facteurs-là, et on passe sous silence des facteurs plus structurels qui ont pourtant beaucoup d'effets sur les inégalités. Et au contraire, les politiques actuelles vont plutôt dans le sens de les renforcer en renforçant les ségrégations ou en renforçant la dimension compétitive du marché scolaire. Et ça, ce n'est jamais dit. Quand on voit les analyses un peu... Tout le monde est d'accord, même l'OCDE est d'accord pour dire qu'un système plus intégré est un système à la fois plus efficace et plus équitable.
C'était le cas au fond de l'école québécoise, mais c'est en train d'être déstructuré ou détricoté lentement. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Je remercie les gens qui ont assisté à cette conférence, mais je voudrais d'abord aussi, surtout, remercier mon collègue Christian Marois, qui nous a présenté en détail ces enjeux spécifiques de la guerre-là. Je vous invite à vous procurer son ouvrage qui est publié aux presses de l'Université Laval. C'est important parce que il y a beaucoup de gens qui critiquent la guerre, qui la dénoncent, qui l'identifient au néolibéralisme, à la montée des mouvements de droite, à la quantification de l'éducation. Mais souvent, ces dénonciations-là s'appuient sur des arguments conceptuels ou théoriques ou politiques, alors que Christian a pris la peine d'aller voir ce qui se passait réellement dans les écoles, dans les centres de services scolaires et au niveau de l'appareil d'État, à partir d'une recherche empirique qui nous permet de comprendre mieux les processus qui sous-tendent la guerre et comment ces processus-là s'articulent ultimement à des pratiques pédagogiques, à des pratiques de contrôle, à des pratiques parfois anti-professionnelles qui risquent d'instrumentaliser les enseignants. Et dans ce sens-là, c'est un ouvrage extrêmement précieux qui est unique au Québec et qui permet, dans le fond, de lever le voile sur des pratiques qui sont inconnues à la plupart des gens. Et donc, je vous invite chaleureusement à lire cet ouvrage-là. Je vous remercie beaucoup tout le monde. Je remercie aussi la professionnelle du CREFPE, Sophie Goyer, qui a permis la réalisation de cette conférence. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci, Christian. Merci Maurice et merci à tous pour vos questions. Bonjour.